Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et bienvenue et surtout bonjour chères auditrices et chers auditeurs, sans vous oublier évidemment mon cher Frédéric Brindel. Mais j'espère bien, Judith Belair, bonjour à tous. Je suis autant en forme que Valentin Paré-Peintre. Donc en pleine forme quoi, ah c'est ouais, ça. Euphorique, vainqueur au sommet du Ventoux. Allez, comme tous les jours de 17h à 19h, c'est votre moment sur Sud Radio avec les vraies voix de l'été, un espace de liberté où vos opinions comptent vraiment. Alors prenez la parole, faites entendre votre voix. Sud Radio, c'est un peu chacun de vous, vous le savez. Tintintin, le sommaire des vraies voix, Judith. J'aime bien faire de la radio avec vous. Allez, le grand débat à 17h30, selon le baromètre Mercer dévoilé par le Figaro ce matin, le taux d'absentéisme dans le secteur privé a atteint 5,8% en 2024 contre 5,3% en 2023. En moyenne, un salarié a été absent 19 jours sur l'année, un record historique. Les causes, toujours les troubles musculo-squelettiques et les maladies graves, mais aussi une hausse notable des arrêts liés aux risques psychosociaux accentués depuis la crise du Covid. Autre chiffre marquant, les femmes sont plus touchées avec un taux d'absentéisme de 7,9% en 2024 contre 4,4% chez les hommes. Un constat préoccupant alors que les entreprises peinent à stabiliser leurs équipes. À partir de quel moment nous ne sommes plus aptes à justifier notre salaire ? Les médecins possèdent des éléments de réponse sur le papier, mais ces papiers qu'ils signent pour nous dispenser de travailler déboulent de plus en plus abondamment sur les réseaux, sur les bureaux des DRH, d'où certains malaises. La question du jour sur le compte X de Sud Radio, fort absentéisme, les Français aiment-ils travailler? C'est un peu provoque, question, hein. C'est un peu provoque. Allez, notre coup de projecteur ensuite à 18h40. Volodymyr Zelensky a annoncé ce lundi la tenue de nouvelles négociations de paix avec la Russie, prévues ce mercredi. De son côté, Moscou confirme travailler à l'organisation d'un nouveau cycle de discussions. Et pourtant, en parallèle, les sanctions européennes continuent. L'Union européenne a adopté vendredi un 18e paquet de sanctions, ciblant cette fois le prix du pétrole russe à l'exportation. Pour Michel Fayard, qui est analyste géopolitique, ces mesures restent très limitées dans leurs effets réels sur l'économie russe. Un paradoxe apparent, dialogue d'un côté, pression économique de l'autre. Les Américains, les Chinois, les Turcs, l'Arabie Saoudite, les Saoudiens si vous voulez, impriment leur style dans les négociations jusqu'alors infructueuses depuis le début du conflit. L'Union européenne avance tantôt groupée, tantôt par action isolée. Son attachement à des méthodes défensives donne plus l'impression qu'elle alimente les combats plutôt qu'elle puisse y mettre un terme. Répondez à la question sur le compte X de Sud Radio au vu de l'actualité. Guerre Russie-Ukraine. L'Union européenne peut-elle influencer l'issue du conflit ? Et vous nous appelez aussi, si vous avez un truc à dire au 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez tout dire. Parlons vrai sur Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec la grande Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et associée et adjointe au maire à Saint-Georges de Rétambeau en Ille-et-Vilaine. Bien le bonjour, cher ami. Qui est devenu le village le plus célèbre de France, désormais. Voilà. Nous avons inauguré notre café dans le centre-bourg ce samedi. Ça c'est très bien ça. Voilà. Les gens sont venus en nombre. Ah non, ils vont venir. Oui. Ils sont venus en nombre. Oui, c'était une très belle inauguration. C'était samedi, on vous a dit. C'était samedi. Oui, non, mais vous pouvez bien entendu venir. Le petit Mic est ouvert et bien sûr nous serons ravis de vous accueillir. Voilà. Avec modération. J'ai bien sûr. J'ai bien compris que l'inauguration c'était samedi dernier, mais je me suis demandé s'ils venaient après. Quoi. Oui, bien sûr. Vous C'est ouvert le dimanche. Voilà. Donc je compte sur vous. Madame, un petit tour à vélo. Mais madame, j'y serai. Très sérieusement, ça rigole pas. J'ai annoncé un des nouveaux. Ah oui. Alors Pierre-Yves Martin, maire d'Yverdroite de Livry-Gargan. Alors Livry-Gargan, c'est le CSM Livry-Gargan. C'est une équipe en handball. Ouais. C'est des cyclistes légendaires. Donc bienvenue à Livry. Vous avez couru à Livry-Gargan, vous le disiez en Oui, je faisais les compétitions à l'époque. Voilà. Vous êtes en famille, Pierre-Yves Martin. Exactement. Voilà, avec plaisir. Bienvenue. Merci. Allez, 0826 300 300, on file au standard pour accueillir notre auditeur du jour, Frédéric, qui nous appelle de Lille en Dodon, c'est en Haute-Garonne. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour et encore bravo pour votre prénom, Frédéric. C'est exceptionnel, mais c'est un vrai prénom des années 70, malheureusement. On y est, bing. Voilà, on saura votre âge comme ça. Alors Frédéric, vous restez avec nous évidemment, on le sait, vous connaissez le principe pour cette émission, vous allez jouer avec nous, vous allez pouvoir dire plein de trucs aussi. Et là, vous allez commencer par faire un coup de gueule sur le contrôle technique des motos. Oui, en effet, j'ai eu le retour d'un très bon ami. Moi-même, je suis motard à ma petite échelle, mais je roule pas mal. Et en fait, j'ai appris la vacuité des contrôles techniques lorsqu'un contrôleur a dit à mon ami que le disque de frein ne bougeait de sa mono, alors que sur la quasi-totalité des motos, les disques sont flottants, donc ils bougent. Donc, ça m'inquiète un peu sur le résultat de cette fonction supplémentaire
qui taxe maintenant les motards et qui taxait déjà les... Donc, pour reprendre, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ce disque, il bouge et c'est normal. Oui. Mais que par contre, si au contrôle technique, il bouge, vous prenez une amende, quoi. J'en ai une autre, on pourrait enfoncer des portes ouvertes, par exemple. C'est un peu le même truc, quoi. C'est un peu le même genre. Voilà. Donc, mon ami était très surpris. Il lui a expliqué. Le gars ne l'a pas cru, mais il était lui-même pas motard. Donc, comment on peut demander à un type qui n'est pas titulaire du permis de contrôler un véhicule dont il ne connaît pas les fonctions basiques? Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller chez les spécialistes, quoi. Ou alors le mieux c'est peut-être aller dans sa concession, mais les gens, il y a des gens qui vont pas en concession en fait. Et puis beaucoup de motards font l'entretien eux-mêmes. Mais vous êtes pour ou contre ce contrôle technique pour les motos? Parce que c'est assez récent, pour les voitures c'est rentré dans l'usage commun, mais là... Je suis contre, Frédéric, bien évidemment. Mais je me devais de vous poser la question, Frédéric. Vous allez prendre une amende de 135 € si jamais vous le faites pas. 135 € de contravention si pas de contrôle technique sur une moto maintenant. Mais il faut savoir que c'est quand même une société bien allemande, vous savez, nos amis allemands, qui a poussé à la roue auprès de la Commission européenne pour qu'il y ait un contrôle technique concernant les motos. Et la France aurait pu dire non, mais ils ont dit oui, comme toutes les lois qui sont transposées par ailleurs. C'est des lois européennes. Rosie Bordet, est-ce que c'est heureux ce contrôle technique? Moi, je pense que l'État, c'est comme sur d'autres sujets, a besoin d'argent. Donc, dès qu'on peut en prendre, on en prend. Contrôle technique des motos. Mais en même temps, il faut aussi penser à la dangerosité, à la sécurité. Voilà. Donc, il y a ces deux côtés. Je pense que... Un vieux motard casqué, barbu et hirsute, ou un jeune est tatoué, parce qu'un papa tatoué c'est plus cool qu'un papa normal, ou un jeune qui fait des roues arrière dans les cités et qui risque d'écraser un gosse et qui n'est pas titulaire de permis et dont les véhicules n'ont pas de carte grise, donc qu'on ne peut pas passer le contrôle technique. Alors on va vous poser cette question, Pierre-Yves Martin, qu'est-ce que vous préférez, vous, un vieux tatoué ou un jeune qui fait du rodéo? Ça c'est ce qu'on appelle une question sympa pour la première, je sais pas pourquoi. Je préfère le vieux tatoué. Non mais contrôle technique ou pas? Non, contrôle technique. Moi je pense qu'à un moment donné, l'art d'un motard, c'est de pouvoir entretenir sa moto. Et de faire en sorte que celle-ci soit bien entretenue pour aller rouler le week-end, en vacances et ainsi de suite. Et je pense que derrière, chaque motard est aussi responsable de son véhicule. De son véhicule. Et donc, d'avoir obligé, selon des normes européennes, à ce que le contrôle technique soit obligatoire, je trouve que c'est quand même rentrer dans un jeu, je pense, qui n'est pas forcément le plus... très intéressant, puisque c'est en effet, c'est peut-être pour récupérer de l'argent derrière. Ah oui, jusqu'à présent, ça se faisait pas. Donc c'est qu'il y a quand même aussi une raison. Je comprends bien qu'il y a la sécurité, il faut bien entretenir sa moto, mais je pense que la majorité des personnes, les motards, j'en connais quelques-uns, ils entretiennent leur moto parce qu'ils font des sorties, etc. Donc ils sont, comme disait si bien monsieur, père de famille, donc ils ont des responsabilités. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc, ça viendra, le tour des trottinettes viendra, il faut le savoir. Ouais. Je le pense aussi. Frédéric, je suis pas mise encore à la trottinette. Du coup, vous faites de la mécanique. Vous savez entretenir votre moto, Frédéric? Bien sûr. Voilà. Et donc... Je vous conseille même si vous pouvez faire construire vous-même votre moto chez des préparateurs qui ont pignon sur rue et qui maintenant sont très embêtés quand ils construisent une moto. Les préfectures freinent des 4 fers pour pas qu'il y ait de construction indépendante, alors que c'était pas mal de trucs qui existaient en France, comme Gauthier Genoux ou d'autres. Moi, je vous parle de mon beau bike service, c'est un ami, et qui se voit des pierres pour homologuer qu'il a une moto qu'il a construite lui-même, alors qu'il est constructeur officiel de moto. On vous a bien entendu, Frédéric, en tout cas. Merci pour ce coup de gueule. Effectivement, on peut se poser des questions. Merci à vous d'avoir choisi Sud Radio, vous le savez. On se retrouve tout à l'heure avec Frédéric. Oui, il va rester avec nous, notre auditeur fil rouge. On parle vrai avec vous, vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio, donc restez là surtout. À tout de suite. Sur 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h16 sur Sud Radio, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Eh bien, le bonjour Félix. Bonjour Judith, bonsoir tout le monde. Narcotrafiquants, corruption et fermeté, ce sont vos 3 mots du jour. Les 17 premiers détenus sont arrivés à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, transférés dans le nouveau quartier haute sécurité destiné aux 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Rachida Dati et Carlos Ghosn, jugés pour corruption et trafic d'influence. Les juges d'instruction ordonnent le renvoi en procès correctionnel de la ministre de la Culture et de l'ex-patron de l'Alliance Renault-Nissan. Et puis le ministre de l'Économie, Marc Ferracci, demande à l'Union européenne
européenne de montrer les muscles dans les négociations commerciales avec les États-Unis face aux menaces de droits de douane de Donald Trump. Washington qui par ailleurs se retire de nouveau de l'UNESCO aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio. 7 fourgons blancs de l'administration pénitentiaire escortés par des motards de la gendarmerie. Les 17 premiers détenus sont arrivés à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Le nouveau quartier haute sécurité doit accueillir à terme les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Les autres arriveront par vagues au cours de l'été jusqu'à septembre. Un régime d'incarcération plus strict les attend sur place, indique David Lacroix, surveillant et secrétaire du syndicat Force ouvrière pour ce centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Vous savez, c'est les 100 plus gros narcotrafiquants. Vous connaissez leur force de frappe et leur capacité à pouvoir s'organiser à l'extérieur. Donc rien n'est laissé au hasard pour qu'on puisse faire ces transferts en toute sécurité. Leur quotidien va changer. Ils sont soumis à des fouilles obligatoires après chaque contact avec l'extérieur. Il y aura des brouilleurs à frotter les brouilleurs de drones et de téléphones. Ils seront limités à 5 ans promenade maximum. On fait tout pour que la sécurité soit primordiale et avec des mouvements individualisés, bien sûr. David Lacroix de FO pénitentiaire au micro de l'AFP à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Un deuxième quartier de haute sécurité doit entrer en fonction à la mi-octobre, cette fois la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Bon, ça y est, le procès est lancé. Rosie Bordet, c'est un peu une victoire de Gérald Darmanin ou pas ? Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui sécuriser le maximum la population. Donc ces gens sont, comme vous venez de le dire, ultra dangereux. Donc oui, je pense qu'il y a des résultats qui commencent à arriver. Donc c'est rare, bien, il faut concret finalement. Là, c'est du concret. Il le dit, le fait, et ça redonne confiance très certainement aussi à la population. Donc il faut continuer. Donc l'essentiel, c'est la sécurité des populations. Mais moi, j'ai aussi envie de vous dire, les narcotrafiquants, c'est bien, ils sont en prison, mais jusqu'à quel moment on va arriver à complètement les anéantir ? Parce que ça continue à gangréner nos cités, nos villes et même nos villages. Donc aujourd'hui, c'est pas uniquement la drogue. Les trafiquants ne sont pas uniquement en zone urbaine. C'est également dans nos communes et dans les villes moyennes. Donc oui, effectivement, M. Darmanin arrive à avoir du résultat et il faut poursuivre. Bravo M. Darmanin. Pierre-Yves Martin, d'ailleurs, il a l'intention d'ouvrir d'autres prisons. Il y a plusieurs projets en cours. Est-ce que vous pensez que ça endigue le trafic ? Et d'ailleurs, on entend beaucoup parler des villes médianes en ce moment qui en souffrent. Donc effectivement, est-ce que vous pensez qu'on peut finalement, à un moment donné, arrêter, en tout cas, cette expansion globale du narcotrafic ? Arrêter cette expansion... C'est un long travail, un travail de longue haleine aujourd'hui. Je pense que, en effet, c'est un bel exemple et ça montre que quand on a une volonté politique réelle de lutter contre les narcotrafiquants, et ben on met en place des choses et en mettant en place des prisons et au moins ça permettra peut-être les grands cerveaux de ces narcotrafiquants et narcotrafics de pouvoir en effet d'avoir des actions directes. Même si je pense que, en effet, comme dans les villes médianes, comme ça a été rappelé, ou les villages, il reste encore un phénomène qui existe et ce phénomène est encore alimenté. Je pense qu'on est un peu dans une mexicanisation de notre société et de notre pays. Ouais, ce qui est grave, c'est qu'ils sont enfermés et ils continuent à faire leur trafic. Surtout, ils donc comment aujourd'hui, ils contrôlent quand même les gens de l'extérieur. Là, sinon, a priori, avec le système de ces nouvelles prisons, il y a un blocage. Mohamed Amra, il avait 9 téléphones dans sa cellule. Ça, je dis rien. Allez, deuxième mot, Félix, corruption avec ce coup de tonnerre politico-judiciaire. Rachida Dati sera bientôt jugée avec Carlos Ghosn. Des juges d'instruction parisiens renvoient en procès correctionnel la ministre de la Culture et candidate potentielle à la mairie de Paris, mais aussi l'ex-patron déchu de l'alliance Renault-Nissan. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu. Des procès pour des faits qui remontent à l'époque en fait où Rachida Dati siégeait au Parlement européen. Tout à fait. Corruption, trafic d'influence, recette d'abus de pouvoir et d'abus de confiance. Ce mardi, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi en correctionnel de l'actuel ministre de la Culture Rachida Dati ainsi que de l'ex-patron du groupe Renault-Nissan Carlos Ghosn. Alors l'affaire remonte aux années 2010. Rachida Dati, alors eurodéputée, aurait perçu près de 900 000 € de la part d'une filiale de Renault-Nissan en échange de prestations de conseil. Prestations de conseil que la justice soupçonne d'être fictives. Les juges cherchent notamment à savoir si ce contrat servait en réalité à masquer une activité de lobbying interdite au
Parlement européen. Mise en examen depuis 2021, la ministre de 59 ans a toujours fermement contesté ces accusations. De son côté, Carlos Ghosn est poursuivi pour abus de pouvoir et corruption. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis avril 2023. Une première audience est prévue le 29 septembre prochain et elle doit permettre de fixer la date du procès. Selon une source proche du dossier, celle-ci pourrait se tenir après les élections municipales prévues en mars 2026. Merci, les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Paul Vinel. Oui, alors Pierre-Yves Martin, peut-être se focaliser sur Rachida Dati. Ça sent le contrat, c'est-à-dire il y a des élections qui approchent, elle est un peu favorite et ça y va. Mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Exactement, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, je laisse la procédure quand même judiciaire se faire. Elle est aujourd'hui accusée, mais les faits ne sont pas encore avérés. Elle n'a pas été condamnée, donc il y a la présomption d'innocence qui existe aujourd'hui. Voilà, même si je pense qu'à l'approche, en effet, des élections municipales, on peut lâcher facilement les loups. Ouais. Alors moi, je vais poser une question bête, Rosie Bordet. Vous pensez que Carlos Ghosn il va être là? Parce qu'a priori, il est encore dans sa malle, je crois, non? Aujourd'hui, qui avait fait le voyage du Japon au Liban, oui, c'est ça. Ouais. Et ça va être la grande surprise. Non, il ne sera pas là, il est au Liban. Bien sûr qu'il ne sera pas là. Ouais. Mais je rejoins ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est une procédure, il faut laisser faire la justice. Mais ça me fait sourire encore, parce qu'il y a combien d'élus, députés, enfin parlementaires qui n'ont pas de dossier aujourd'hui? C'est quand même hallucinant dans ce pays. Tout le monde essaye d'avoir un dossier sur tout le monde, c'est le principe. Ouais, et c'est pas normal que des parlementaires, que des gens qui sont là pour donner justement l'exemple et se retrouvent avec des procédures comme ça, abus de biens sociaux, avec... c'est parce que c'est pas bien de l'avoir fait ou parce que c'est pas bien de monter des dossiers sur eux? Non, mais je trouve que c'est vraiment pas normal. Voilà. Ouais. Le signal qu'on envoie, en tout cas, à la population, aux Français, c'est pas vraiment ça. En termes de représentativité. On doit avoir un devoir d'exemplarité en tant qu'élu. Exactement. Aujourd'hui, il est important que les élus soient des exemples. Sur les valeurs. Mais ça pose aussi la question, et ça concerne Rachida Dati et d'autres, c'est-à-dire que quand ils ont d'autres activités professionnelles à côté de la politique qui sont rémunératrices, qui avocats, qui hommes d'affaires, forcément il y a peut-être un conflit de fonctionnement et d'intérêt. C'est un peu en effet, je pense que le cumul, parfois vie professionnelle, vie publique, à un moment donné, on pourrait en effet avoir à un moment donné je pense une réflexion déjà pour avoir un véritable statut de l'élu, pour permettre. Mais vous, en tant qu'élu, vous arrivez à vivre de votre seul revenu d'élu? Non, quand même pas. Enfin, aujourd'hui, oui. En tant que maire de Livry-Gargan, j'y arrive. C'est une grosse ville, avec aussi des concessions. Mais je pense que super riche. Dans des villages, notamment. Non, mais c'est vrai. Non, de toute façon, on a un plafond. De toute façon, l'indemnité. Est-ce que vous voulez un ticket restaurant? Il m'en reste. Non. Bon, allez, on continue. Mais c'est pas une raison non plus. Je veux dire, on peut très bien avoir un métier. Moi, je dis toujours, j'ai un métier, j'ai des engagements. Donc voilà. Et on reste à portée de baffe, Rosie Bordet, surtout. Comment? Quand on est élu, on est au quotidien disponible, en fait. Portée de baffe, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on est là pour tous les problèmes. On est responsable pénalement de ce qui se passe dans sa ville. On en profite pour vous féliciter tous les deux. C'est pas parce que vous êtes là, mais vous êtes des élus. Et aujourd'hui, qui acceptent de se lancer dans ces situations qui sont pas toujours faciles? Vous le faites, bravo. Voilà, allez, Félix Mathieu. En bref, l'automobiliste octogénaire qui avait tué une fillette à vélo à La Rochelle vient d'être condamné à de la prison avec sursis. 4 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire aggravé. En juin 2024, cette femme de 83 ans avait pris à contresens une avenue limitée à 30 km/h. Elle avait alors percuté de face un groupe de 12 enfants à vélo. La fillette de 10 ans avait succombé à ses blessures. 2 jours plus tard, 6 autres enfants avaient été blessés à l'époque. Et on en vient à ces tensions transatlantiques avec d'abord les États-Unis qui se retirent une nouvelle fois de l'UNESCO. L'administration Trump, estime que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait preuve de parti pris contre Israël et qu'elle promeut, je cite, des causes clivantes. Les États-Unis avaient déjà, pour mémoire, quitté l'UNESCO lors du premier mandat de Donald Trump, avant de la réintégrer sous Biden. La directrice, en tout cas, de l'organisation, la française Audrey Azoulay, dit regretter profondément cette décision, même si elle était attendue, puisque Donald Trump avait clairement annoncé ses intentions depuis longtemps.
Un retrait américain qui intervient en pleine négociation commerciale. Et c'est votre troisième mot, Félix, fermeté. 30% de taxes sur les marchandises européennes arrivant aux États-Unis le 1er août. Face à cette annonce ou cette menace de l'administration Trump, eh bien l'Union européenne et les États-Unis négocient à tout va en ce moment. Mais attention à ne pas être un peu les bisounours dans l'histoire. C'est le message du ministre français de l'économie à l'issue de son Conseil national de l'industrie. Marc Ferracci appelle l'Europe à durcir le ton dans ces négociations transatlantiques. L'industrie française, elle est unie derrière cette position qui consiste à changer de méthode, à rentrer dans un rapport de négociation qui soit un rapport de fermeté. Nous avons en particulier dit qu'il fallait déclencher un certain nombre de mesures de riposte dans l'hypothèse où un accord n'était pas trouvé d'ici au 1er août. Ça porterait sur plus de 90 milliards d'euros de produits américains qui auraient vocation à être taxés par la Commission européenne. Ça signifie également mobiliser des outils qui n'ont pas encore été utilisés jusqu'à présent, des contrôles à l'export, des restrictions à la publicité en ligne pour les plateformes numériques, un certain nombre d'outils pour se mettre dans une posture de négociation plus ferme, plus crédible. Le ministre de l'économie, Marc Ferracci, à l'issue du Conseil national de l'industrie, c'était cet après-midi à Bercy au ministère de l'économie. Merci Félix Mathieu, merci Paul Vinel. Oui, bravo à tous les deux. Il est bon le petit Paul. On le rappelle, Paul Vinel qui nous accompagne pour préparer les émissions. Et avec Judith, on s'est dit, tiens, testons. Avec Félix aussi. Oui, voilà. Félix, il est bien fêteur, donc naturellement. Merci de le dire. Bravo pour votre deuxième antenne, mon cher Paul. Allez, dans un instant, votre grand débat du jour, l'absentéisme dans le secteur privé a atteint un niveau record en 2024. 5,8, soit 19 jours d'absence en moyenne par salarié, selon le baromètre Mercer. Les femmes sont particulièrement concernées, avec un taux de 7,9 contre 4,4 chez les hommes. Les causes vont des troubles musculo-squelettiques aux risques psychosociaux en forte hausse depuis le Covid. Vous reprendrez bien une petite facture annuelle de 12 milliards d'euros à classer dans la rubrique arrêt maladie. Les uns recommandent la baisse des jours de carence, d'autres évoquent la complaisance des médecins, et puis il y a la question de l'envie des Français à se rendre au travail. D'où notre question provocatrice sur le compte X de Sud Radio. Oui, fort absentéisme, les Français aiment-ils travailler? Je vous donne le résultat de cette consultation. Allez-y, donnez votre point de vue. C'est une vraie question. Est-ce que vous aimez travailler, vous pouvez le dire au 0826 300 300 aussi. Il y a Aude qui vous attend. Et puis pour en parler, on est avec Florian Boccagnano, qui est responsable actuariat, du département santé et prévoyance de Messer France. Vous êtes là avec nous, Florian? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Florian, question qui appelle une réponse courte. Le stress et la fatigue mentale sont-ils les premiers moteurs de l'absentéisme selon vous, ou est-ce qu'on est en train de vivre tout simplement un changement de paradigme social? Alors, la santé mentale, c'est effectivement la cause principale de la dégradation de l'absentéisme en France. Et c'est la cause nouvelle, mais en revanche, il ne faut pas oublier le reste, parce que c'est toujours présent, vous l'avez dit, les troubles musculo-squelettiques et maladies graves sont toujours aussi présentes qu'avant. D'accord, merci beaucoup. Vous restez avec nous, Florian Boccagnano, pour notre grand débat du jour qui arrive dans un instant. Il est 17h29 sur Sud Radio. Vous aussi, restez avec nous. À tout de suite. Sur Vraie Voix Sud Radio, 17h20, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est un couple très politique finalement, nos vraies voix ce soir, avec Rosie Bordet, qui est, je le rappelle, adjointe au maire à Saint-Georges-de-Rétambault en Ille-et-Vilaine, en plus d'être fondatrice et directrice d'une agence de communication. Et en face, alors oui, en face d'ailleurs, politiquement et puis géographiquement, non? Peut-être, je ne sais pas. Pierre-Yves Martin, maire d'Hiver-Droite de Livry-Gargan. Vous êtes prêts? On va débattre. Allez, c'est le grand débat du jour. Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le baromètre annuel du cabinet Mercer, dévoilé ce 22 juillet par le Figaro, révèle une hausse inédite du taux d'absentéisme dans le secteur privé, 5,8% en 2024 contre 5,3% l'année précédente. En moyenne, un salarié du privé a été absent 19 jours sur l'année, soit un jour de plus qu'en 2023. Parmi les causes principales, les troubles musculo-squelettiques, les maladies graves, mais aussi une forte progression des arrêts liés aux risques psychosociaux, stress, burn-out, fatigue mentale dans un contexte post-Covid toujours pesant. L'étude met également en lumière un écart notable entre les sexes. Les femmes affichent un taux d'absentéisme de 7,9% contre 4,4% chez les hommes. Près de 36% d'entre elles ont connu au moins un arrêt dans l'année. Un signal d'alerte pour les entreprises confrontées à des tensions RH croissantes et à la nécessité de repenser la qualité de vie au travail. Allez, cherchons fatigue, démotivation, fragilité, angoisse. Les raisons de ne pas aller au bureau ne manquent pas. Alors quand le corps affiche des signes de faiblesse et que la tête lui emboîte le pas, le patient supplie le médecin qui, au bénéfice
bénéfice du doute, lui délivre le précieux sésame, un certificat d'arrêt de travail. Quand le pseudo-malade ne s'en rédige pas un par le truchement de l'informatique, vous savez que tout est possible maintenant. Donc ce scénario plombe le système, mais concerne-t-il tant de gens que cela? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, fort absentéisme. Les Français aiment-ils travailler? Alors, vous commencez à voter. Il faut continuer. Je vais vous donner la première tendance. Vous dites oui, les Français aiment travailler à 48%. Sous-entendu, non à 52%. C'est très serré. Allez-y sur le compte X de Sud Radio. Réagissez. Oui, c'est un peu provoque, mais comment vous le sentez, ça? Oui ou non? On compte sur vous. Et vous pouvez nous appeler évidemment au 0800 26 300 300 aussi pour donner votre opinion. Alors on est toujours avec notre invité Florian Bocconiano, je vais y arriver. Vous êtes responsable actuariat du département santé et prévoyance du Mercer France et c'est Mercer France qui a réalisé cette étude. Alors en moyenne on remarque aussi que les cadres ils sont quand même moins souvent absents que les autres salariés du privé par exemple, mais que leurs arrêts sont plus longs. Comment vous expliquez cette différence, Florian? Alors pour moi c'est exactement la même chose que ce que vous disiez de l'écart constaté en absentéisme, c'est-à-dire que je repose quelques chiffres que vous avez donnés, mais 5,8% de taux d'absentéisme contre 5,3% en 2023. On peut se poser la question de pourquoi. La réponse à ça, c'est vous me disiez. C'est pas aussi, pardonnez-moi, l'arrêt du télétravail qui joue un petit peu là-dedans? Alors justement, j'allais y venir. Ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, on a une baisse ou une stagnation du nombre d'arrêts, mais par contre, ils sont plus longs. Ils sont plus longs, et donc ce qu'on fait, nous, chez Mercer, c'est qu'on traite la donnée, et donc on va regarder quelles sont les causes, ou en tout cas, quels sont les frais de santé associés à ces arrêts, et on constate que tout est lié, quel que soit le bord dans lequel on le prend, chez les cadres, chez les non-cadres, chez les femmes, chez les hommes, c'est la santé mentale qui fait dériver l'absentéisme. Et le curseur, justement, pour bien identifier cette problématique de santé mentale, c'est la notion de dépression ou pas. Et finalement, les médecins généralistes ne sont pas toujours munis pour faire un diagnostic, on va dire, efficace. Mais il y a le risque aussi de ne pas mettre au repos. C'est pas simple pour les médecins. Exactement, c'est pas simple pour les médecins et en fait on a la certitude, un peu comme le rapport de la Cour des comptes, qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels il faut jouer. Là vous mettez en avant les risques de fraude et c'est un des sujets sur lesquels il faut porter notre attention, mais il faut aussi porter notre attention sur la prévention, parce que justement c'est un risque qu'on découvre. Il y a eu la libération de la parole depuis le Covid, on n'ose plus dire qu'on va pas bien en rapport avec sa santé mentale depuis le Covid et depuis la libération de la parole, mais ça reste quand même quelque chose de difficile à dire, parce qu'on n'a pas de problème à dire qu'on a un rhume, mais on a un problème à dire qu'on a quelque chose qui va pas dans notre tête. Alors il y a un vrai sujet sur les jeunes, Rosie Bordet. Il y a moins 22% des moins de 30 ans qui ont eu au moins un arrêt de travail lié à des troubles psychologiques en 2024. Donc il y a un vrai sujet sur cette génération qui finalement a grandi pendant le Covid et qui se retrouve peut-être un peu perdue aujourd'hui. Je pense que vraiment psychologiquement, il y a un vrai sujet sur ces jeunes qui ont passé effectivement du temps pendant la pandémie et se retrouver dans un milieu professionnel. Monsieur parlait de la prévention, je pense qu'il faut vraiment alerter, il y a vraiment des choses à mettre en place pour les salariés, pour les collaborateurs. Et moi je me souviens, j'ai travaillé pendant quelques temps dans une organisation professionnelle et on a initié la santé au travail, c'était il y a plus de 10 ans de cela. Et on voit aujourd'hui à quel point c'est au cœur de nos débats. Ce n'est pas rien, l'absentéisme au travail, c'est un vrai sujet aujourd'hui de société. C'est pas uniquement économique, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en souffrance. Vous parlez des médecins ou de connivence ou pas de connivence. Je ne pense pas que la majorité des personnes se mettent en arrêt maladie parce que par plaisir ou par loisir. En revanche, le fait qu'ils soient dépourvus sur la bonne situation et qu'ils puissent aussi résister à des pressions, parce qu'il y en a de plus en plus. Exactement, il y a les pressions, il y a la concurrence, les challenger entre eux, etc. C'est vrai que le milieu professionnel n'est pas non plus un milieu de bisounours, mais je pense aussi c'est aux dirigeants et aux DRH d'assumer et d'assurer leur rôle, donc de pouvoir détecter
et la libération aussi de la parole. Quand on va pas bien, les DRH, on n'a pas très envie de parler. Les DRH, ils sont moins aptes à juger de l'état de santé d'une personne qu'un médecin quand même, Rosie Bordet. Oui, c'est deux métiers bien différents, mais je pense quand on est DRH, quand on gère des personnes, de l'humain, on est capable aussi de détecter si la personne se sent à l'aise pour parler. Donc je pense que là, je parle vraiment des maladies ou des troubles psychologiques. Donc il faut aussi être attentif à cela. Donc que les salariés, les collaborateurs puissent parler et avoir quelqu'un qui puisse écouter. C'est bien de parler, mais si on n'est pas écouté, ça sert à rien. Pierre-Yves Martin, pour revenir à un sujet, moi qui me touche directement, les auditeurs le savent, les femmes. Tiens, les femmes, elles sont quand même 36% à s'être arrêtées au moins une fois l'année dernière contre 28% des hommes. Donc il y a aussi un problème peut-être de reconnaissance en fait de leur statut ou d'implication parce que ça provoque peut-être plus de stress ou qu'il y a un plafond de verre qu'on n'imagine pas. Ou qu'est-ce que vous en pensez vous? Je sais que vous faites la grande place aux femmes dans votre commune, justement. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, notamment avec le Covid, la pression qui peut être exercée dans la société, dans les entreprises, aujourd'hui, les femmes sont les premières entre guillemets victimes de cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, pour revenir sur l'absentéisme, je pense que c'est aussi une lassitude sociale. Et je pense qu'il y a moins de sens, plus de pression et zéro reconnaissance. Je pense que c'est le cocktail. Judith évoquait les jeunes, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a une autre approche du travail chez les jeunes, notamment. Exactement. Je pense que c'est le cocktail de l'absentéisme. C'est trois. Et je pense qu'il y a une culture à mettre en place, ce qui a été évoqué, une culture managériale aussi. Je pense que former de véritables managers pour accompagner les équipes, pour qu'on puisse redonner du sens au travail. Et que quand on voit notamment que un tiers des travailleurs viennent au travail avec une contrainte. C'est quand même un effet. Pas par plaisir, quoi. Pas par plaisir, parce que je pense qu'il n'y a pas peut-être de sens donné à leur action. À leur travail, c'est pas la valeur travail qui est remise. Et sachant que derrière, en effet, la considération de leur travail, la reconnaissance. La reconnaissance. Et puis, pour revenir sur la pandémie, je pense que ça a fait prendre conscience aussi aux jeunes. On est passé métro, boulot, dodo. C'est terminé ça. On ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire, après cette pandémie, on veut donner du sens. On veut passer du temps avec sa famille. On veut s'occuper de ses enfants, s'occuper des siens, etc. Donc, c'est vraiment donner du sens à sa vie. Donc, le travail n'est plus l'essentiel. Ça, c'est vrai que c'est un changement de paradigme. Je pense que voilà, ça aussi apporte à ça les gens qui ne se sentent pas bien. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, développer aussi le télétravail. Quand on sait vous n'êtes pas contre l'arrêt du télétravail? Vous pensez qu'il faut le plus développer? Je pense qu'il faut le développer déjà. Je pense que ça fait diminuer les arrêts maladie parce que d'une part, quand on a un rhume, si on télétravaille, on dira on est quand même chez soi, mais on pourra mettre en place et travailler. Je pense que en effet, il me semble que 67% dans une étude que j'ai pu lire, 67% des télétravailleurs ne se mettaient pas en arrêt maladie quand ils faisaient du télétravail. Donc je pense que ça a encouragé. Alors, si vous me permettez les vraies voix, là pour l'instant on est gentil, sympa, machin. Allez, on gratte, on a posé cette question, terrible d'ailleurs, ça évolue. Arrêtez de dire ça. Oui, non mais fort absentéisme, les Français aiment-ils travailler? Bon, c'est générique. Bon, vous dites non à 54%. Frédéric est avec nous, 0826 300 300. Frédéric, bon, c'est provoque quand on dit ça, mais bon, est-ce que notre société française fait un petit complexe, un petit blocage par rapport au boulot? Comment vous percevez ça, vous? Alors moi qui suis assez âgé, j'ai commencé à travailler très tôt. Pour tout vous dire, je travaille avec des jeunes, des gens plus âgés que moi, des gens plus jeunes que moi. Et en effet, l'approche au travail est très différente. Mais en fait, tout ça n'est que le résultat de la distillation, de la détestation du travail par l'éducation nationale. C'est-à-dire que pendant des années, on a raconté à tout le monde qu'on pouvait être saltimbanque, intermittent du spectacle et gagner sa vie. Et en fait, il ne faut pas oublier que c'est une grosse partie des gens qui travaillent dur, qui sont mal payés, qui ont des travails pas intéressants, qui payent ces gens-là. Vous voulez dire que, par exemple, les filières proposées par l'éducation nationale vont plus sur des métiers intellectuels plutôt que le travail manuel, par exemple? Alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que il y a du travail en France, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais premier point, il est mal payé, car il y a quand même
un système qui fait que les gens qui ne travaillent pas sont quasiment payés comme les gens qui travaillent, ça c'est certain. Deuxième point, il y a également, depuis le Covid notamment, ce truc qui est distillé qu'il faut absolument être proche de sa famille parce qu'on risque de mourir. Et moi, je trouve ça très étonnant parce que bon, tu nais, tu meurs, quoi. Donc, allez, merci beaucoup pour votre témoignage, Frédéric. Bon, pardonnez-moi. Restez avec nous. On va demander quand même à notre Florian Boccagnano. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les secteurs les plus concernés par l'absentéisme, c'est quand même les secteurs les plus difficiles, notamment le secteur du service à la personne. On sait combien les gens souffrent et sont mal payés dans ce secteur-là. Et puis les centres d'appel aussi. Et puis évidemment les taux les plus faibles, c'est tout ce qui est ingénierie du numérique et du conseil. Donc en fait, c'est grosso modo quand c'est difficile, on y va moins, quoi, pour simplifier. Alors justement, c'est très intéressant de revenir là-dessus parce que c'est ce que je voulais faire en vous écoutant, parce que c'est lié aussi au sujet des femmes. Les femmes, dans notre portefeuille, on constate qu'elles sont majoritaires dans ces secteurs-là. Donc le service d'aide à la personne, elles sont plus exposées à des risques psychosociaux que ne le sont des cadres ou autres. Dans l'ingénierie, dans la tech, Oui, de même le vieillissement de la population induit un absentéisme plus fort des femmes. Pourquoi ? Parce que il y a de l'aidance. Beaucoup d'aidants familiaux sont des femmes. Et donc derrière, ça, enfin voilà, on a des explications. Maintenant, si j'en reviens à votre question, il y a effectivement un absentéisme plus grand et de tout temps, et pas seulement lié à la santé mentale, sur les secteurs les plus durs. Que ce soit les services d'aide à la personne, le centre d'appel, quand on se fait crier dessus parce qu'on n'est pas satisfait de telle ou telle chose, c'est plus difficile à vivre que d'aller rentrer des chiffres dans un ordinateur, par exemple. Donc il y a effectivement toute une thématique autour de la difficulté de travail. Mais est-ce qu'autour de la table, vous concevez, ici, sur Sud Radio, que le système français, c'est ce que disait un petit peu Frédéric, notre auditeur, que le système français n'incite pas finalement à aller au travail? À se donner, quoi. Oui, Rosie Bordet. Je dirais pas ne pas aller au travail. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revaloriser le travail. C'est reconsidérer les gens qui travaillent très dur, monsieur vient de le dire, qui sont mal payés. Donc je pense il y a ce côté-là, c'est revaloriser le travail. Et après, effectivement, c'est pas la majorité, encore une fois. Il y a des gens qui profitent du système. Pourquoi se réveiller tôt le matin, de se prendre son transport, passer du temps dans les transports et se faire peut-être parfois engueuler par son patron. Profiter du système, ça veut dire que le système est perfectible. Le système, c'est-à-dire de payer des personnes qui restent chez eux et qui travaillent pas, qui touchent le chômage et des aides, etc. Est-ce que le système est trop laxiste ? Il faut revoir cela. Tout le monde ne profite pas de ce système, mais à un moment donné, il faut quand même se dire les choses et arrêter d'être hypocrite. Il y a des gens qui profitent du système. Pierre-Yves Martin. En effet, il y a une valorisation du travail. En effet, quand on voit que il y en a qui préféraient peut-être rester chez eux s'ils étaient payés la même chose sans travailler. En effet, mais je pense qu'aussi, je reviens sur le sens du travail, parce qu'on peut être bien payé et puis continuer à être en arrêt maladie, mais parce que on n'a pas envie et on n'a pas de sens au travail et au sens qu'on souhaite donner. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont encore cette notion du travail, mais je pense qu'aujourd'hui, derrière, il faut redonner véritable action, notamment sur le sens du travail et la valorisation de certains métiers, notamment, qui ont été sans doute dévalués, comme ça a pu être rappelé tout à l'heure par Frédéric, sur certains métiers qui, dans le système éducatif, sont souvent, il faut pas faire ça, il faut faire le cursus général et ainsi de suite, et pas faire les métiers techniques et les métiers de bouche notamment, et tout ça. Moi, je veux bien, mais quand on touche le SMIC et qu'on doit se réveiller, s'occuper des personnes âgées, prendre sa voiture, courir de maison en maison, faire la toilette, faire à manger, etc., et gagner quasiment un SMIC, et à côté de ça, des gens qui ne travaillent pas. On parlait des femmes, et là, je parle vraiment des salariés qui sont employés pour les services à la personne, qui sont très mal payés. On voit bien le stress qu'elles supportent, ces personnes. Donc, je le vois bien.
chacun. Hein. En réalité, on a besoin, aussi, hein. on a besoin de problèmes d'effectifs parce que les gens ne restent pas. Donc arrêt maladie et puis voilà. Et donc du coup les autres supportent encore plus de travail et à un moment donné, voilà, c'est le truc qui tourne comme ça. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire plus et de ne pas les payer à leur juste valeur. Florian Boccognano, on va vous laisser le mot de la fin. Merci. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que j'entendais sur votre plateau hier sur le débat que le sujet il venait de la qualité de vie au travail et c'est effectivement de la qualité de vie et de la condition de travail. Et effectivement, c'est pour nous c'est le principal. Il y a effectivement à lutter contre la fraude, mais le sujet principal c'est la prévention et la prévention ciblée. À notre sens, il faut comprendre pour pouvoir agir efficacement. Et on a beaucoup d'exemples comme des centres d'appel où si jamais on regardait plus précisément ou qu'on traitait tout le monde de la même manière, on n'aurait pas eu les mêmes effets. Et notamment parce que certains clients sont plus durs que d'autres ou parce que certaines activités sont plus difficiles que d'autres. Donc ce qui est important, c'est la prévention, mais la prévention ciblée pour ne pas faire un pavé dans la main. Merci beaucoup Florian Boccognano. Je rappelle que vous êtes responsable actuariat du département santé et prévoyance de Mercer France. C'est le cabinet qui a réalisé cette étude fort intéressante. Merci de votre participation aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs, parce qu'après c'est le moment préféré de Frédéric Brindel. Ça va nous être un beau match. Concocté un petit truc là, comme il sait faire. Voilà, ça va être le quiz musical dans un instant. Restez là. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nos excellentes vraies voix du jour, on est avec Rosie Bordet, qui est fondatrice et directrice de l'agence en communication RB Associés et adjointe au maire à Saint-Georges de Rétambeau en Ille-et-Vilaine. Mais aussi Pierre-Yves Martin, qui est maire d'hiver droite de Livry-Gargan. Excellent, on va voir jusqu'où. Voilà, 17h52, c'est le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Moi j'aime bien votre thème aujourd'hui. Ah ouais, alors on accueille Frédéric quand même. Enfin, il est toujours là, mais Vous êtes prêt à jouer, Frédéric ? Je suis prêt. Vous avez vu, Frédéric va répéter Frédéric plein de fois parce que ça lui fait très plaisir de répéter son prénom. C'est très bizarre. Ouais, c'est toujours particulier, effectivement. Bon, le thème que j'ai choisi est un hommage à une personne que j'adore, parce que après, tout à l'heure, entre 19h et 20h, elle consacrera une nouvelle fois son émission aux femmes, et c'est donc le thème des femmes. Et cette personne que j'adore est bien sûr Cécile de Minibus. Judith Belair. Judith Belair qui est avec moi. Jusqu'à preuve du contraire, je m'appelle pas Cécile. D'ailleurs, on l'embrasse si elle nous écoute. Cécile est en vacances et c'est pour ça, effectivement, on a vu passer Philippe David. D'ailleurs, on les salue. Voilà. Alors, je vous rappelle le principe. Vous êtes 3 ici, donc Rosie Bordet, vous, Frédéric, et puis Pierre-Yves. Chacun va répondre aussi rapidement qu'il le peut. Celui qui est le plus rapide, qui nous donne l'interprète de la chanson, marque un point. Il y a 9 propositions. Au bout des 9, on verra celui qui en aura le plus. Okay. Allez, vous êtes prêts ? Faut pas hésiter à crier dans le téléphone. Hein. Allez, c'est parti, numéro 1. Dalida. Avec un flegme, vraiment, Rosie. C'est vrai, Rosie, vous êtes terrible parce que tout à l'heure, vous dites, je suis mauvaise. Je suis nulle. Non, Dalida, non. Je suis fan. Une chanson géniale, Je suis toutes les femmes. Ouais. Réécoutez-la. Alors, je sais que c'est pas de votre génération, etc. Mais pourquoi vous me dites ça ? Mais parce qu'à chaque fois, vous me le dites. Moi, j'aime bien Dalida. Bon, merci. Bon, j'aime bien d'autres trucs plus vieux aussi. Oui. Bon, allez, extrait 2. Ah, ça, c'est plus de ma génération, ça. Non, c'est l'autre. Beyoncé ? Non, c'est l'autre. Vous pouvez jouer, hein, Pierre. Oui, mais... Bon, alors... c'est la bomba latina. Jennifer Lopez. Ah, zut. Ouais. Bon, celle-là, elle est facile. C'était bien dégainé, Frédéric, hein, mais c'est pas le bon. Alors, le troisième, c'est facile, là. Hein. Très. Julien Clerc. Oh, bah alors, j'étais plus rapide. Julien Clerc. Elle va trop vite. Frédéric l'a dit aussi, et je me demande si... Qui l'a dit avant ? C'est Rosie. C'est Rosie. Julien Delmas, je donne son nom et son téléphone, et le 06. Vous avez le droit de l'appeler pour l'engueuler après. Il a entendu Rosie un petit peu plus rapidement. Frédéric, moi je vous avais entendu bien, mais enfin à 2-0, rien n'est joué encore. Allez, numéro 4. Louane. Oh, Pierre-Yves. Bravo. Frédéric, il y a la pression qui monte là quand même. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Comment c'est écrit ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, j'ai fait une faute. Numéro 5, il y a une faute d'orthographe. Marilyn
Marilyn Monroe. Ah ouais, mais c'est Rosie. Mais non, mais ça fait 2 fois que Frédéric, faut crier plus Rosie, vite. vous regardez le Tour de France. Hein. Rosie, elle vous met une demi-roue à chaque sprint, Frédéric, pour l'instant. Je suis élégant, c'est une femme, tout va bien. Très bien. C'est puis sur le thème des femmes. Allez, le 6. Tina Turner. Oh, Pierre-Yves. J'adore cette chanson. On peut la mettre un peu plus fort? Ça fait du bien. Judith, on n'est pas là pour vous faire plaisir, on est là mais pour bon, je jouer. voulais entendre Tina Turner 2 secondes. Il est bien mon quiz ou pas Ouais, il là est bien, Bon, votre très bien. quiz, Alors j'en ai je bien. rappelle qu'il reste 3 extraits et que Frédéric, a encore la possibilité d'égaliser s'il répond à tout. Rosie, regardez pas les réponses Pierre-Yves, hein, parce que vous êtes, voilà. Pierre-Yves, vous en avez 2 des points, et puis puis Rosie, vous en avez 3 des points. Voilà. Bravo. Allez, on fait comme on peut. C'est Numéro parti. 7. Zazie. Ah, Zazie, Pierre-Yves. Alors là, Attention, pour vous, Rosie, hein. pour vous, va Frédéric, me dépasser. maintenant, vous avez le rôle d'arbitre, c'est-à-dire que vous pouvez influencer. Voilà, parce qu'il y a 3-0. J'aimerais bien que vous en mettiez un quand même, Mais Frédéric. je comprends pas, c'est sur les femmes. Pourquoi est-ce que vous mettez une chanson de Zazie qui dit Je suis un homme? Ben voilà, c'était mon clin d'œil. Voilà. Allez, numéro 8. Vous les femmes. Bruegel Ecclésias. Ah, Oh, c'est c'est bordel. Attention, c'est serré le match là. À chaque Frédéric, fois que Rosie répond, Frédéric est dans la roue. C'est incroyable ça. Bon, alors c'est simple. Soit Rosie gagne, soit Pierre-Yves égalise, soit Frédéric sauve l'honneur sur le dernier. Vous êtes prêt, Frédéric? Attention, hein. Pression. Bee Gees. John Lennon. Ouais, Pierre-Yves, alors là. Non, mais un peu après, Frédéric. Frédéric, quand même. Bon, et en plus, j'ai bien tendu l'oreille. Et c'est pas le téléphone, c'est que vous n'avez pas été assez rapide. Ce qui prouve comme quoi il n'y a pas besoin de contrôle technique parce que vous n'allez pas très vite en moto non plus. Non, en fait, si. D'ailleurs, j'ai laissé ma moto qui roule trop vite à 300, donc. Eh ben voilà. Bon, nous avons un match nul 4-4. Rosie Bordet, Pierre-Yves 0 Martin. pour Frédéric. Vous n'êtes pas. Oui, non, mais Non, mais on rigole. Bon, vous allez nous rappeler quand même, Frédéric. Hein. Vous êtes welcome quand vous voulez dans les vraies voix de Sud Radio. Ne vous inquiétez pas, c'est avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous plutôt. Et d'ailleurs, si vous voulez Avec faire lui comme aussi, Frédéric, hein. avec vous, avec vous-même aussi. Si vous voulez faire comme Frédéric et puis être notre auditeur fil rouge, eh ben, il vous reste juste à appeler le 0826 300 300. Aude, la charmante Aude, vous attend. Puis dans un instant, c'est l'info et puis plein d'autres choses qui se passent, hein, notamment les auditeurs en direct et puis l'info en plus de Félix Mathieu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est reparti pour une deuxième heure avec nos 2 vraies voix qui font partie de la promotion 2025 des vraies voix estivales. Hein. Rosie Bordet, la fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et associée. Vous êtes beaucoup d'associés? Non. Bah dites quelque chose. Non. Au fait, j'étais associée à mon époux qui malheureusement n'est plus. Mais donc pas plusieurs. Et vous êtes adjointe au maire à Saint-Georges de Rétimbaud en Ille-et-Vilaine. Oui, on dit Rintambaud. Voilà. Ça ne me gêne pas. Rintambaud. Attention, ça rigole pas avec Rosie Bordet. Rintamboltoise. Est-ce que vous êtes nombreux de maires adjoints dans le conseil? Nous sommes, il y a 14 élus.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h19 sur Sud Radio, c'est l'heure de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix, les différents partis politiques cherchent la réaction adéquate face au succès surprise de la pétition contre la loi Duplon. Le texte approche les 1 700 000 signatures ce soir sur le site de l'Assemblée nationale. Des signatures contre cette loi agricole récemment adoptée et qui notamment réintroduit en France un pesticide néonicotinoïde, l'acétamipride. Face à cette mobilisation massive, une partie de la gauche demande à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi en attendant un éventuel nouveau vote. Le président des députés EPR, Gabriel Attal, renvoie un nouvel avis de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, ce qui ferait gagner quelques mois. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, souhaite, elle, plutôt organiser un débat sans vote à la rentrée. Et puis d'autres imaginent déjà, par exemple, un référendum. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférence à Panthéon-Assas. Dans le domaine. Oui, docteur en sciences politiques aussi. Il a récemment publié Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, sage Benjamin Morel. Eh oui, merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Peut-être qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, Benjamin Morel, cette idée de demander à Emmanuel Macron de ne pas promulguer cette loi qui a été votée par le Parlement. C'est ce qu'avait fait, je crois me souvenir, Jacques Chirac au moment du contrat première embauche. Alors non, Jacques Chirac promulgue la loi. Il promulgue la loi, en revanche, il demande au gouvernement de ne pas prendre tout de suite les décrets d'application pour qu'elle soit pas directement applicable, pour qu'ensuite, il y ait un nouveau projet de loi déposé par le gouvernement qui abroge le CPE. Il faut bien voir que ne pas abroger une loi, c'est que ne pas promulguer une loi, ce serait très grave. Ce serait donner au président de la République une forme de veto absolu sur les lois. Or, toute notre culture républicaine s'est construite contre l'idée qu'il puisse y avoir un chef de l'État qui mette son veto sur une loi. Même François Mitterrand, en 86, il refuse de promulguer les ordonnances, mais il dit à Jacques Chirac, faites passer ça par une loi, parce qu'une loi, je ne pourrais pas ne pas me la promulguer. En revanche, il y a d'autres voies. Et ce qui est évoqué notamment à l'alinéa 2 de l'article 10 de la Constitution, c'est que dès lors que le texte n'est pas encore promulgué, le président peut le renvoyer au Parlement en disant, écoutez, voilà, vous êtes prononcé sur ce texte, mais objectivement ce texte, il y a un doute. Donc voulez-vous bien, mesdames, messieurs les parlementaires, procéder à ce qu'on appelle une nouvelle délibération. Et dans ce cadre-là, Emmanuel Macron, à la sortie du texte du Conseil constitutionnel, pourrait dire aux parlementaires, très bien, pourquoi pas, moi je ne vais pas m'empêcher, je ne vais pas m'opposer, je ne vais pas ne pas promulguer, mais je vous demande, avant que je promulgue, de revoter. Parce qu'une pétition sur le site officiel de l'Assemblée nationale comme ça, avec un tel nombre de signatures, c'est inédit, c'est 3 fois plus que le seuil symbolique de 500 000 dont on parlait. Est-ce qu'on peut imaginer que ça crée, si ce n'est des obligations institutionnelles, au moins des obligations politiques pour le législateur? Est-ce que même on peut imaginer un référendum sur ce sujet? Alors juridiquement, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a absolument aucune obligation institutionnelle. Le droit de pétition tel qu'il a été réformé en 2019, il relève un petit peu de la blagounette, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au bout de 500 000 signatures, vous avez le droit, si la conférence des présidents le veut bien, à un débat en hémicycle qui va durer 2 heures et ensuite tout le monde rentre sans même aller voter. En Italie, 500 000 signatures, ça déclenche automatiquement un référendum d'initiative citoyenne. Si vous aviez eu 500 000 signatures en Italie, je ne parle même pas d'1 500 000, il y aurait eu un RIC contre la loi. Donc là, évidemment, on est un peu dans 2 mondes. Politiquement, pour répondre à votre question, tout dépend. C'est-à-dire que si la pression politique est relativement faible dans quelques semaines, dans quelques mois, Emmanuel Macron pourra avoir intérêt à enterrer l'affaire. Il essaie déjà de le faire en disant « je ne répondrai à tout ça qu'après la décision du Conseil constitutionnel qui arrivera a priori avant le 10 août », et ça laisse un peu le temps à l'été de se dérouler. Et si en revanche, il y a une pression politique encore importante, à ce moment-là, c'est possible. Il y a peut-être un doute sur le champ du référendum. A priori, on peut penser que c'est un texte qui pourrait être soumis à un référendum, mais ce ne serait pas ce texte-là. La loi Duplon, il la promulguerait, mais il proposerait un nouveau texte à référendum, l'abrogeant. Ce serait étrange d'un point de vue institutionnel, mais politiquement très cohérent. Pierre-Yves Martin, parlons bien. Cette loi Duplon qui réintroduit les pesticides pour être au niveau des autres pays européens, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes pour, contre? Qu'est-ce que vous pensez de cette pétition? Je pense qu'aujourd'hui, la loi Duplon permet de renforcer la compétitivité des agriculteurs. Et je pense que face aux autres pays européens qui utilisent déjà ce pesticide, il faut y aller. Surtout qu'elle est minorée par rapport à son utilisation, notamment. Après, je pense qu'il aurait fallu peut-être, dans cette loi, donner un calendrier en disant que
d'une part, on peut utiliser ce pesticide pendant une certaine durée, et en même temps de rechercher d'autres moyens pour renforcer la compétitivité, notamment avec la recherche, et comment on peut être encore plus rechercher des méthodes qui permettent de remplir. On va vous rétorquer qu'il y a urgence sanitaire et que ces pesticides sont dangereux, donc c'est une décision à prendre immédiatement. C'est un peu ça le point de vue opposé. Oui, mais je pense que derrière, les risques sont quand même, à travers des études, quand même, à au moins 30% sur ce pesticide. Et je pense que c'est énorme, 30%. C'est quand même important, mais aujourd'hui, c'est à peser. Et c'est vrai que peut-être les études de l'ANSES pour pouvoir essayer de regarder les vrais risques, notamment sur la santé, sont regardés. Mais il faut regarder aussi la compétitivité de nos agriculteurs. Si on ne produit pas aujourd'hui nous-mêmes, on va aller... on va continuer à exporter comme on le fait déjà d'ailleurs. Exactement. Et donc on va subir peut-être des méthodes déjà des pays voisins. Rosie Bordet, concurrence déloyale. Non, c'est une aberration. D'abord, ça fait 33 ans qu'on utilise ce produit et donc on empêche à nos agriculteurs de l'utiliser. Moi, je suis pour la santé, j'ai des enfants, etc. Donc on est d'accord. Mais là, on va arrêter, donc ce qui va baisser la production en France et qu'on va exporter. C'est ça. Donc on va faire rentrer, malgré nous, ou en toute conscience, ces produits qui vont arriver justement de l'Union européenne. Donc, et sur la santé, ça va avoir quoi comme conséquences? Les mêmes conséquences. Donc, on est en train de plomber nos agriculteurs et tout ça pour aller chercher des produits qu'on va aller prendre dans d'autres pays. Moi, je sais pas la cohérence, je suis pas une spécialiste de tout cela, mais juste en tant que citoyenne, je me pose la question. Bien sûr, il y a danger éventuellement sur la santé publique. On est tous concernés, nous avons tous des enfants, nous avons tous une famille. Bien sûr que c'est important, mais là, on est en train de tuer une filière, au fait. Parce qu'on va manger des tomates espagnoles. Parce qu'on va manger, on va importer, et sur l'écologie, le transport, etc. Et là, justement, ça donne quoi sur l'environnement? Je pose juste la question. Donc je pense que ça mérite un débat, bien sûr. Benjamin Morel, on se souvient des tracteurs devant l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, justement pour inciter les députés à adopter cette loi du plomb. Finalement, dans ce dossier, on a un peu deux camps qui revendiquent tous les deux une sorte de légitimité populaire, un peu politiquement. Oui, il y a en effet de la part des deux camps à la fois une légitimité qui est une légitimité populaire, et puis vous avez des réseaux de mobilisation très importants. C'est-à-dire que d'un côté vous avez des réseaux de mobilisation agricole qui ont clairement fait pression pour que cette loi existe, à tort ou à raison, et de l'autre côté vous avez des groupes de mobilisation, parce que les pétitions, si vous voulez, c'est jamais que la possibilité de mobilisation de certains réseaux qui à un moment vont être en capacité d'aller chercher des signataires, de leur dire il faut aller signer, où est-ce que vous allez aller signer. Si jamais vous n'avez pas déjà une organisation préalable, votre pétition est en règle générale condamnée d'avance. Donc là, les organisations de gauche, les organisations écologistes ont bien fait un travail de mobilisation, mais il faut bien comprendre que ni la mobilisation agricole il y a quelque temps, ni la mobilisation aujourd'hui en faveur de la pétition ne sont forcément représentatives de l'ensemble de l'opinion. C'est pas parce que vous avez 1 million de signatures, 1,6 million de signatures d'un côté que c'est un sondage d'opinion. C'est évidemment un échantillon très très mobilisé. Et donc là, on a un conflit de légitimité entre deux parties de la société civile dite organisée, avec des vraies capacités de mobilisation, des vraies capacités de pression qui se battent autour de cette loi, et un gouvernement qui prie entre les deux, eh bien essaye de jouer, à défaut de pouvoir jouer l'opinion publique, essaye de jouer pour l'instant la montre pour éviter d'avoir à trancher trop nettement entre les deux. Merci Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence à Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques et auteur du livre Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Merci d'être venu intervenir aujourd'hui. Merci Félix Mathieu. Merci Félix Mathieu. Allez, tout de suite, 18h28, c'est l'œil de Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Et on accueille direct. Pascal Chanteur. 16e étape, il fallait attendre 16 étapes pour enfin enivrer la France de bonheur. Pascal Chanteur au sommet du Mont Ventoux. Victoire de Valentin Paré-Peintre. Quelle victoire française sur ce lieu mythique! Bonjour à toutes et tous, et oui Frédéric, nous en avons parlé hier, pas plus tard qu'hier, et Richard Virenque nous disait toute l'envie qu'il souhaitait avoir un Français nouveau vainqueur au Mont Ventoux, et c'est chose faite. Valentin, ils étaient 4, il y avait eu Poulidor, Thévenet, Virenque, on l'a dit, qui était avec nous hier, et puis Jean-François Bernard aussi, voilà.
Voilà, exactement. Et donc Cocorico et première victoire française, elle se déroule au Mont Ventoux, au lieu mythique de notre sport. Donc félicitations et superbe course, surtout aucune faute. Il n'a fait aucune erreur. Il était dans l'échappée de la journée. Il a su accompagner Benili parce que c'était l'homme fort de ce final. Mas avait pris les devants dès le pied du col. Julien Alaphilippe a fait une très très belle étape. Sixième, bien sûr. Bon, et derrière le statu quo entre les gros bras du peloton que sont Pogačar et Vingegaard. Voilà, Pogačar a laissé venir Vingegaard. Et puis voilà tout. Ce qui est important, c'est cette victoire. Elle est importante pour nous tous Français. Donc bravo. Voilà, et si ce n'est, petite déception, Kevin Vauquelin qui perd une place au général, il est passé par Primož Roglič, mais il reste 6e. Oui, merci. Mais bien battu. Merci Pascal. Merci, oui, tout à fait. Merci Frédéric, merci Pascal Chanteur. Allez, votre voix de compte sur Sud Radio, c'est votre radio. Vous restez à l'écoute. Dans un instant, c'est le tour de table de nos vraies voix du jour. Attention, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Notre duo de vraies voix ce soir, c'est leur moment. Le tour de table pour Rosie Bordet et pour Pierre-Yves Martin. C'est parti. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Rosie Bordet voulait nous parler des couvre-feux qui sont mis en place un peu partout en France. Couvre-feu pour les mineurs, quand l'autorité manque, il faut la rétablir. Il faut dire les choses clairement, Judith. Quand des groupes de mineurs traînent dans les rues à minuit sans but, sans surveillance, et parfois sans limite, la question n'est pas seulement que fait la police, mais plutôt que font les parents. Aujourd'hui, de plus en plus de villes instaurent un couvre-feu pour les mineurs. Il y a une raison simple à cela. Dans certains quartiers, la rue est devenue un espace de tension, de provocation, voire de violence. Quand les ados de 13 ou 14 ans sont dehors à des heures où ils devraient être chez eux, c'est qu'il y a un abandon quelque part. Moi, je suis maman, donc j'ai des enfants, et je dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable non plus. Le couvre-feu, ce n'est pas un plaisir, c'est une mesure de dernier recours, quand l'autorité familiale ne joue plus son rôle. Parce qu'avant d'être une affaire de police, c'est une affaire de responsabilité. Et la première responsabilité, elle est à la maison. Il ne s'agit pas de stigmatiser la jeunesse, il s'agit de dire les règles, ça existe. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, quand on veut. La liberté, ça va avec le respect, avec le cadre, avec la sécurité. Et ce cadre, ce n'est pas seulement l'État qui doit le poser, ce sont aussi les familles. Alors oui, un couvre-feu, ça choque certains, mais ce qui est choquant, c'est de trouver des enfants dans les situations dangereuses, à des heures tardives, pendant que certains adultes détournent le regard. Les jeunes ont besoin de repères, pas de vide, d'attention, pas d'abandon. Et s'il en faut passer par l'autorité pour les remettre sur une voie plus saine, alors assumons-le. Le couvre-feu n'est pas une punition collective, c'est un signal, un rappel à l'ordre et un appel lancé aux parents. Reprenez votre place, parce qu'un enfant qu'on n'encadre pas, c'est souvent un enfant que la rue finira par éduquer. Pour conclure, le couvre-feu fait peut-être un outil de prévention, mais il ne doit pas devenir une habitude. Merci Rosie Bordet. Votre tour, Pierre-Yves Martin, vous voulez parler d'un truc très simple, quand l'État tombe dans le piège du tout aide, tout de suite. Oui, le piège du tout aide tout de suite, en effet. Et quand je pense que quand l'État confond perfusion et solution, à chaque difficulté, c'est la même recette. Des aides, toujours plus d'aides, aux entreprises, aux ménages, aux collectivités, aux délinquants même parfois. Et j'en passe. On saupoudre, on compense, on verse. Mais à force de vouloir aider tout le monde, on n'aide plus personne durablement. Car l'aide de la crise n'est pas une politique. C'est un réflexe. Et un mauvais réflexe. Une béquille qui n'a jamais fait marcher quelqu'un. Elle évite juste de tomber jusqu'à la prochaine chute. On le voit dans tous les domaines. Une flambée des prix, on verse une prime. Une émeute, on promet un fonds exceptionnel. Un hôpital en tension, on injecte des millions. Et puis quoi? 3 mois plus tard, les problèmes sont toujours là. Parce qu'on n'a rien réglé. On a seulement anesthésié. Il y a aujourd'hui une culture de la subvention pansement. On éponge, on colmate,
mais on ne résout jamais durablement. Et le pire, c'est ceux qui anticipent, qui préviennent, qui agissent en amont. Ceux-ci sont rarement soutenus. Quand une ville anticipe, on l'ignore. Quand elle s'embrase, on la subventionne. Ne régler que les urgences au lieu de se concentrer à les éviter. C'est démoralisant pour tous les Français. Alors, l'État aide quand ça brûle, mais on équipe et on n'aide pas les communes, notamment les villes, pour prévenir l'incendie. Et je suis bien placé pour le dire. Les centres de loisirs, les clubs de sport, les éducateurs, ce sont eux les véritables outils de la paix sociale. Mais ils n'ont jamais les moyens à la hauteur des enjeux. Et pendant ce temps-là, on prévoit de baisser le budget du sport notamment, alors que celui-ci, le sport, c'est celui qui encadre, qui structure, qui transmet. L'argent public ne doit pas être une morphine. Il doit soigner, pas anesthésier. Et je pense qu'il en a marre de vivre sous anesthésie et en crise permanente. Ce qu'il faut, ce n'est pas de l'assistanat, c'est un véritable partenariat, notamment entre les collectivités et l'État, pour construire. Ce qu'il faut, c'est un cap, une vision. Je pense qu'un État stratège et non pas seulement un distributeur de cash. Et de pansements. Et de pansement. Merci à tous les deux pour ces prises de parole très fortes. Dans un instant, votre coup de projecteur. Volodymyr Zelensky a annoncé la reprise de pourparlers de paix avec la Russie ce mercredi, tandis que Moscou confirme aussi préparer un nouveau cycle de négociations. Pendant que l'Union européenne a adopté un 18e paquet de sanctions, abaissant le prix plafond du pétrole russe à l'export. Des mesures qui restent très limitées, illustrant la difficulté de concilier pression économique et dynamique diplomatique. Et du coup, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, affirme emboîter le pas avec le soutien des États-Unis pour, je cite, aboutir à une fin des hostilités et à des négociations en bonne et due forme au plus vite. Oui, parce que les Européens espèrent épuiser l'économie de guerre russe. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Guerre Russie-Ukraine. L'Union européenne peut-elle influencer l'issue du conflit? En a-t-elle les moyens? Réagissez vite sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Guillaume Lagagne, qui est maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions internationales aux fonctionnaires et auteur d'un livre Questions internationales en fiche. C'est sorti aux éditions Ellipse. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors Guillaume, n'hésitez pas à nous faire une réponse concise. Les pourparlers de paix, selon vous, peuvent-ils réellement aboutir malgré ces sanctions économiques ? Alors c'est pas malgré, c'est plutôt grâce à ces sanctions économiques qu'on peut espérer que la Russie adoptera une attitude plus ouverte. Donc ma réponse serait plutôt oui. Merci beaucoup pour cette réponse claire. Allez, vous pouvez donner votre avis au 0826 300 300. On vous attend au standard. Et restez avec nous dans un instant. C'est le coup de projecteur. Merci. On en débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous sommes prêts pour le fameux coup de projecteur de 18h40. C'est toute la semaine dans Les Vraies Voix. Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et Associés et adjointe au maire à Saint-Georges de Rhin. Voilà, c'est comme ça qu'on le prononce. Rhin-Tambo en Île-et-Vilaine. Merci. Et puis Pierre-Yves Martin, maire d'Hiver-Droite de Livry-Gargane. Mais non, Livry-Gargan. Pourtant, c'est moi la blonde, Frédéric Brindel, je comprends pas. Allez, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Volodymyr Zelensky a annoncé hier la tenue de pourparlers de paix avec la Russie prévue ce mercredi. Du côté de Moscou, on confirme également être à la manœuvre pour organiser un nouveau cycle de négociations. Même si les contours de ces discussions restent flous, dans le même temps, l'Union européenne poursuit sa stratégie de pression. Vendredi, les 27 ont adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie, cette fois centré sur le pétrole, qui prévoit un abaissement du prix plafond du brut russe autorisé à l'exportation. Objectif affiché, asphyxier progressivement les revenus du Kremlin. Pour Michel Fayad, qui est analyste géopolitique, les nouvelles mesures sont cependant à relativiser, très limitées. Elles n'impactent que marginalement l'économie russe, qui a su adapter ses circuits commerciaux. La ligne de crête est délicate entre volonté de paix et fermeté stratégique. Bon, alors les Russes se rapprochent de Pokrovsk et annoncent la prise de Novotoretsk.
L'armée ukrainienne est mise à mal depuis ces dernières heures. Les soldats russes progressent à la veille des négociations russo-ukrainiennes prévues en Turquie. Nous entrons dans une période stratégique du conflit. Du coup, l'Union européenne veut s'imposer dans les pourparlers pour conserver son influence sur la scène internationale, dont acte. Elle souhaite avant tout affaiblir l'économie russe et c'est la raison pour laquelle nous vous posons la question sur le compte X. J'ai un petit sourire parce que pour l'instant, le résultat de la consultation est clair et sans équivoque. À la question guerre Russie-Ukraine, l'Union européenne peut-elle influencer l'issue du conflit? Vous dites non à 95%. Continuez de voter sur le compte X de Sud Radio et appelez-nous au 0826 300 300. Et nous sommes avec Guillaume Lagagne, qui est maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions internationales, haut fonctionnaire et auteur d'un livre qui s'appelle Questions internationales en fiche. C'est aux éditions Ellipse. Alors Guillaume, je vous ai demandé si les pourparlers de paix pouvaient réaboutir malgré les sanctions économiques. Vous avez dit, grâce à ça, ils vont pouvoir aboutir. Alors racontez-nous un peu, étayez, on vous en prie. Allô ? En fait, les sanctions économiques, elles viennent essayer d'affaiblir l'économie de la Russie. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, plus l'économie russe sera en difficulté, plus M. Poutine devrait être incité à s'arrêter en Ukraine et à obtenir, à accéder à la demande occidentale d'un cessez-le-feu. Donc, ces sanctions, elles vont plutôt dans le sens d'une pression renouvelée sur la Russie. Et j'ai écouté tout à l'heure ce que disait Michel Fayad. Il y a deux manières de le voir, les sanctions. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, ce que je remarque, c'est que dans ce 18e paquet de sanctions, c'est-à-dire dans ce 18e texte de sanctions, vous avez des nouveautés. Vous avez notamment des sanctions qui sont appliquées à une raffinerie indienne. Et vous savez que l'Inde, aujourd'hui, c'est le principal acheteur avec la Chine de pétrole russe. Donc, c'est la première fois qu'on va viser un État qui profite de la guerre en Ukraine pour réexporter ce pétrole. Donc ça c'est très pesant parce que ça fait et malheureusement trop longtemps que ces pressions économiques sur la Russie suscitent des commentaires en disant finalement la Russie elle s'en sort. Là, quand on tape sur les carburants, ça change tout ou pas ? Ça change tout, faut se méfier de la formule, mais ça va, disons, dans le sens d'être beaucoup plus compliqué pour la Russie. Parce que derrière l'Inde, vous pouvez avoir des États comme la Turquie, qui est beaucoup plus proche de l'Union européenne, qui utilise aussi ce système d'achat de pétrole et de réexportation de pétrole raffiné, qui profite en fait de cette guerre en Ukraine, qui voit ces sanctions et qui se dit, tiens, est-ce que demain, ça ne sera pas à mon tour d'être sanctionné ? Or, autant, si vous voulez, on a peu d'influence sur l'Inde, parce qu'on est quand même assez loin de l'Inde, autant on a beaucoup d'influence sur la Turquie, parce que c'est notre l'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Turquie. Et membre de l'OTAN, bien sûr, on le rappelle. Absolument. Alors Rosie Bordet, quand on sait qu'ils sont encore en train d'attaquer les Russes et qu'il y a le porte-parole du Kremlin qui s'appelle Dmitri Peskov qui a dit il faudra bien sûr analyser le nouveau paquet de sanctions du coup afin d'en minimiser les conséquences, on a envie de se dire ils s'en fichent complètement en fait. Ils s'en fichent parce que l'Union européenne, aujourd'hui, on ne parle pas d'une même voix. Donc, il n'y a déjà pas une armée européenne. Donc, à commencer, ça, c'est quand même un déficit, on va dire. Et puis, il y a des pays qui ne suivent pas forcément ce que disent les autres. Donc, le Premier ministre slovaque assiste au défilé militaire en Russie. Donc, c'est qu'ils trouvent leur compte. Donc, déjà, l'Union européenne, j'ai pas envie de dire qu'on part en ordre dispersé, mais c'est presque le cas. Donc, à partir de là, forcément, les Russes croient très, très fort. Il y a aussi, monsieur parlait très justement sur l'économie. Il y a l'économie, il y a aussi la diplomatie. Je pense qu'il faut aussi vraiment... Jean-Noël Barrot fait un excellent travail, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin et pousser là-dessus, parce que derrière tout ça, ce qui vraiment... basiquement qui trinque, c'est encore une fois la population, et c'est pas possible, c'est inadmissible que ça continue. Les Ukrainiens sont en train de souffrir, les civils payent tout cela, et très très cher de leur vie. Pierre-Yves Martin, on en est au 3e cycle de négociations. Les deux dernières en mai et en juin à Istanbul, elles n'ont pas trop marché, malgré des échanges de prisonniers à grande échelle. On a l'impression qu'on tourne en rond dans cette histoire. Oui, moi je suis un peu sceptique sur ce 18e plan annoncé de sanctions aujourd'hui, qui a été d'ailleurs discuté âprement, notamment avec l'ensemble des pays, et notamment la Slovaquie qui a hésité à adopter ce plan. Oui. Et aujourd'hui... je pense que la Russie s'est déjà tournée économiquement, notamment vers l'Inde, la Chine, mais aussi l'Iran, l'Arabie Saoudite, pour trouver d'autres acteurs, même la Corée du Nord. Je pense que derrière,
aujourd'hui, ces mesures, je pense, ne sont pas suffisantes. Et je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, elle n'a pas un poids aussi important face à, notamment, aux États-Unis, qui, aujourd'hui, ne se positionnent pas suffisamment. Mais se positionnent quand même et influencent le débat, quand même. Ils influencent le débat. Ils font les Américains. un pas en avant, 2 pas en arrière, en fonction de la situation. Oui. Et de... Alors ça, c'est la stratégie de négociation de Donald Trump aussi. Bon, justement, posons la question à Guillaume Laganne, je le rappelle, maître de conférence à Sciences Po. Guillaume Laganne, c'est vrai que cette Union européenne, elle ne marche pas en ordre, on va dire, serré, et on a même l'impression que le meilleur atout pour la France aujourd'hui, pour avancer, c'est la Grande-Bretagne, qui est sortie justement de l'Union européenne. Oui, alors moi je ne serais pas aussi critique de l'Union européenne là. Si vous voulez, il y a d'abord une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des sanctions, il ne faut pas demander à M. Peskov si elles sont efficaces, parce que lui, si vous voulez, son métier, c'est de dire qu'il a même pas mal et que la Russie, elle va s'en sortir, elle va contourner, etc. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la Slovaquie, mais il faut aussi relativiser. La Slovaquie, c'est un tout petit État d'Europe centrale avec un gouvernement populiste. Il représente moins de 1% du PIB européen. Il est capable effectivement de ralentir et de bloquer la négociation, mais pas d'aboutir, parce que vous voyez, finalement, on a quand même adopté ce paquet de sanctions. Et d'autre part, il ne faut pas non plus oublier que l'Union européenne, c'est une union économique et commerciale. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voter des règles, des sanctions dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire les domaines commerciaux, les domaines financiers. On ne peut pas lui demander, je reviens sur ce que disait Madame tout à l'heure, on ne peut pas demander à l'Union européenne de fournir des armes, parce que c'est pas aujourd'hui son objet, ça, je suis tout à fait d'accord. Derrière l'Union européenne, c'est des États européens, et les États européens, aujourd'hui, honnêtement, heureusement qu'ils sont là, parce que je pense que sans eux, l'Ukraine, elle aurait beaucoup de difficultés à lutter. On parle des États-Unis, c'est vrai, mais quand vous regardez les montants financiers, aujourd'hui, ils viennent surtout des États européens, alors que ce soit des États directement qui aident l'Ukraine, ou que ce soit par l'Union européenne. Et c'est vrai que le Royaume-Uni joue un rôle important. Aujourd'hui, les Anglais, si vous voulez, ils se mordent les doigts d'avoir quitté l'Union européenne. Ils ne peuvent pas y revenir parce que ça rouvrirait encore un débat en Angleterre. Mais ils sont très actifs sur la question russo-ukrainienne quand même. Exactement. Ouais. Ils se rapprochent en fait de nous sur le sujet ukrainien. C'est un moyen de contourner le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, et de retrouver une voie commune. Merci beaucoup pour cette je vais y arriver. Vous voulez que je prenne le relais? Oui, prenez le relais, s'il vous plaît. Oui, Rosie Bordet, sur cette possibilité de Jean-Noël Barrot à peser aussi sur l'échiquier, parce que il est question de cela. La France a une voix, on sort de l'Europe maintenant, Monsieur Laganne nous l'a expliqué. Est-ce que Jean-Noël Barrot et la France aujourd'hui vous semblent présents comme il le faut? Ils sont souvent fustigés. Oui, parce qu'on entend la voix de la France, c'est vrai que ça porte. Je reviens à ce qu'a dit monsieur. En effet, nous ne sommes pas une Europe de militaires, mais je pense qu'à un moment donné, avec ce qui se passe, il faut peut-être y réfléchir. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Europe, mais juste, je regarde ce qui se passe. Effectivement, nous fournissons des armes, nous fournissons des équipements, des munitions, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, face aux États-Unis avec l'OTAN, est-ce qu'il ne faudrait pas y réfléchir? Bien sûr, je reviens sur la diplomatie, mais à un moment donné, peut-être pour se faire, se faire respecter et peut-être être un peu plus fort, j'en sais rien. Mais juste, je pose le sujet. Oui, la question est de savoir si on y va en rang serré ou pas. Guillaume Laganne, c'est possible ou pas de faire évoluer? Non, vous dites non. Union européenne, c'est l'économie avant tout. Non, moi j'aimerais bien vous dire oui, mais dans la réalité, si vous voulez, c'est qu'il y a de grandes différences entre États européens. Nous, en France, on a la bombe nucléaire. Donc, à la limite, si vous voulez, sur le plan des armées, on a quand même des capacités que n'ont pas d'autres États européens. Mais tous les autres États européens, ils n'ont pas la bombe nucléaire. Je parle de l'Angleterre, je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie. Ils ont généralement des capacités nucléaires qui sont partagées avec les États-Unis. Donc, si vous voulez, quand on leur dit Union européenne militaire, eux, ils comprennent, ça existe déjà, c'est l'OTAN. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est plutôt essayer de construire à l'intérieur de l'OTAN ce qu'on appelle un pilier européen, c'est-à-dire d'être en capacité, le jour où les États-Unis ne veulent pas le faire, d'intervenir entre Européens. Bon, pour ça, si vous voulez, c'est même pas la peine de passer par l'Union européenne. Il suffit que chaque État européen augmente ses budgets de défense, développe ses capacités,
et ça se fera tout naturellement. Bon, et je donne le mot de la fin à Pierre-Yves Martin. J'y reviens parce que le rôle de la France est quand même montré du doigt. Le couple Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron occupe le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours pesant sur le débat russo-ukrainien ? Il essaie d'imprimer sa marque et que derrière, mais je pense on porte pas suffisamment une voix. Et là, une voix unique en européenne. Et je pense qu'aujourd'hui... oui, mais celle de la France. Parce que à chaque fois que je vous parle de France, vous me dites Europe. Alors c'est très bien. Notre voix est peut-être trop faible aujourd'hui sur le plan international. Voilà. On ne pèse pas, c'est ça que vous voulez qu'on vous dise, Frédéric. Je vous pose la question. Moi, je ne veux rien aujourd'hui. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc vous avez la réponse. Voilà. Donc, quoi je pense qu'on a encore du travail à faire. Bon, très bien. Et vous, Pierre-Yves Martin ? Exactement, on a encore du travail à faire. Et je pense que notre place aujourd'hui, elle était un peu en arrière. Et pour conclure, Guillaume Laganne, sur cette même question, la France pèse ou pas ? Bien sûr que la France pèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un outil militaire de première valeur en Europe. On a un siège au Conseil de sécurité. On a un président qui s'exprime beaucoup sur la politique étrangère. Mais là où je rejoins les autres membres là, de nos vraies voix, oui. C'est que je pense qu'aujourd'hui, la France, elle est beaucoup plus forte quand elle arrive à construire des coalitions avec ses autres pays européens que quand elle est toute seule. C'est évident. Regardez le poids économique, le poids commercial, même le poids militaire. Si demain on veut aider l'Ukraine, il faudra l'union de tous les Européens, pas seulement de la France. C'est clair. Et merci Guillaume Laganne, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Et je le rappelle, auteur du livre Questions internationales en fiche. Voilà, aux éditions Ellipse. Merci pour cet éclairage. Merci à vous deux, les vraies voix. Alors, Judith a dû s'absenter un petit instant. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Si vous suivez l'émission, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, elle a dû s'absenter. C'est pas grave. Je vous remercie au nom de Judith et de moi-même, chers deux vraies voix, Pierre-Yves Martin et Rosie Bordet. C'était un plaisir. Dans un instant, les infos. Judith va revenir, bien sûr. Mais avant, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet.